quelques mots et j'avais prévu de calibrer en fonction du temps restant, ça tombe bien, puisque M. Nicole n'a pas aggravé les 10 minutes de retard du début, donc je vais me concentrer sur quelques minutes de parole. Je voudrais vous dire un mot en fait du renversement qui, à mon avis, s'est produit dans les bibliothèques et qui soulève une question fondamentale en matière de laïcité. On en a beaucoup parlé depuis ce matin, et Charles Coutel en particulier, qui est celui de enseigner et se renseigner, enseigner et renseigner, enseignement et renseignement. Lorsque les bibliothèques modernes ont été créées en France, Aline Gérard l'a rappelé ce matin, c'est-à-dire qu'elles ont été créées à partir des confiscations révolutionnaires remises aux communes, aux grandes villes qui possédaient déjà des bibliothèques ou à quelques grandes villes qui ont créé à cet effet une bibliothèque dans les années entre 1800 et 1830, on s'est trouvé dans une situation totalement paradoxale par rapport aux bibliothèques de lecture publique qui existeront très rapidement, qui existaient déjà dans les autres pays du monde. C'est que ces confiscations révolutionnaires faites dans les domaines des nobles ou dans les couvents étaient des confiscations de livres patrimoniaux. C'est-à-dire que la bibliothèque de lecture publique, dès le premier jour de son existence en France, n'a pas été une bibliothèque de diffusion, mais une bibliothèque de conservation patrimoniale. Ce qui était une drôle de chose, ce qui était très paradoxal. Or, ces bibliothèques sont donc très très rapidement apparues comme des lieux d'érudition, des lieux dans lesquels, par exemple, se réunissaient les sociétés savantes locales, dans lesquelles les professeurs des collèges, des universités venaient préparer leurs cours ou faisaient leurs recherches, puisque c'était des bibliothèques patrimoniales, ou dans lesquelles les collégiens, les lycéens, les étudiants venaient faire leur travail. Et donc, le lien entre la bibliothèque publique, le patrimoine et l'enseignement a été un lien organique immédiat. Or, vers la fin du XIXe siècle, il s'est produit en France ce qui s'est produit vers le milieu du XIXe siècle, ce qui s'est produit dans tous les pays européens, c'est-à-dire la deuxième révolution industrielle, donc la mise en œuvre de machines et d'organisation industrielle de plus en plus complexes, qui demandait, en bonne analyse marxiste, une élévation du niveau de la main-d'œuvre. L'élévation du niveau de la main-d'œuvre nécessaire pour que les brassiers et les ouvriers agricoles en route vers les villes puissent devenir des ouvriers capables de gérer ces machines et ces machineries complexes. Et dans toute l'Europe, dans tout le monde, et dans le monde nord-américain, à ce moment-là, une question est apparue qui a été réglée de deux manières différentes, qui était celle de savoir comment on allait participer à l'élévation du niveau de la main-d'œuvre pour les raisons qu'on a dites. Et il y a eu deux voies. Il y a eu une voie qui est celle que les anglo-saxons ont choisie, et c'est pas pour rien, qui est la voie de la bibliothèque publique dans sa forme quasi moderne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'informatique, mais sinon elle ressemblait assez largement à ce que nous connaissons aujourd'hui dans les bibliothèques publiques, c'est-à-dire qu'on y trouvait de l'information, qu'on y trouvait de la formation, qu'on y trouvait jusqu'à ce que l'informatique existe. Lorsqu'un Anglais allait chercher les horaires de chemin de fer, il n'allait pas à la gare, il allait à la bibliothèque. Nous, Français, avons choisi une autre voie qui est celle de la formation initiale. L'école primaire, laïque, gratuite et obligatoire, est couronnée par le certificat d'études. Et ce choix a été fait pour des raisons culturelles que tous les bibliothécaires connaissent, c'est-à-dire d'une part pour des raisons liées au principe d'égalité porté par la Révolution française et par la République. Il fallait que tous puissent recevoir un même enseignement et un enseignement de même niveau. Et d'autre part, parce que, là encore, les bibliothécaires le savent bien, parce que nous sommes un pays qui avait une très forte culture catholique, et que dans cette culture catholique, on a plutôt tendance à accéder au livre, avec un grand L, la Bible, par le truchement de quelqu'un qui s'appelle le prêtre, ou par le truchement d'un enseignant qui s'appelle le professeur, plutôt que par l'accès direct au livre, comme dans les pays luthériens ou
calvinistes qui ont choisi une autre voie, celle de la bibliothèque. Et donc, au même moment sont nées, Aline Gérard me montrait ce matin, des bibliothèques populaires, c'est-à-dire des bibliothèques qui venaient jouer, pour ceux qui n'avaient pas eu la chance d'être nés suffisamment tard pour profiter de l'école publique, le rôle de formation, et qui se détachaient de la bibliothèque publique patrimoniale qu'on avait connue tout au long du XIXe siècle, pour offrir un mode d'accès à des livres de formation, d'information, auxquels le peuple, qui venait dans ces bibliothèques populaires, pouvait accéder. Jules Ferry, en 1886, dans un discours à la Chambre, dit « L'enseignement primaire, c'est le premier étage de ma loi, le deuxième étage, ce sera les bibliothèques publiques. » Et puis, bon, le temps est passé, les guerres sont passées, la bibliothèque publique est arrivée beaucoup plus tard. Et lorsqu'elle est arrivée, particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale en France, en ses formes modernes, évidemment, l'une de ses premiers objectifs a été d'essayer, on en a parlé encore ce matin, de se détacher de l'école. C'est-à-dire de couper ce lien pratiquement organique qui existait depuis le début entre l'école, le collège, le lycée, l'université et la bibliothèque, même publique, pour proposer un mode d'accès à la culture, à l'information, à la documentation, au savoir, qui soit ouvert et qui permette à tous ceux pour lesquels l'école était un mauvais souvenir ou un souvenir difficile, d'avoir cet accès à tout cet ensemble-là. Et c'est sous cette forme que les bibliothèques publiques françaises, particulièrement depuis le début des années 80 jusque dans les années 2010, se sont extrêmement développées, se sont modernisées, se sont étendues, sont devenus des lieux plus gais, plus accueillants qu'ils ne l'étaient. Et d'ailleurs, notre ami Simonet en parlait ce matin, je lui ai demandé, lorsqu'il m'a présenté les diapositives que vous avez sous les yeux, de changer le fond de diapo, parce que le fond de diapo qu'il avait choisi était très beau, c'est celui de la bibliothèque de l'Assemblée nationale. J'ai préféré qu'il montre une bibliothèque publique. Une bibliothèque, il y a des couleurs, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, il y en a un peu. Et où il y a un type d'accueil qui n'est pas justement celui de la bibliothèque universitaire. Et on peut dire que, jusqu'au cours de ces dernières années, ce modèle de l'école initiale et de la bibliothèque comme lieu de liberté permettant à ceux qui avaient bénéficié de l'école initiale de continuer dans la voie qui leur plaisait à se développer, à se perfectionner, au sens du XVIIIe siècle, au sens de Condorcet, de la perfectibilité des êtres humains et non pas du progrès industriel ou économique, à fonctionner. Or, je voudrais juste simplement terminer là-dessus en posant une question. Il me semble, à travers toutes les bibliothèques que je peux voir, tous les bibliothécaires que je rencontre, tout ce que nous apprend l'information aujourd'hui sur la situation de l'école en France, qui ne va probablement pas évoluer dans un sens souhaitable, au moins en matière de formation des citoyens dans les années qui viennent, remettent en cause cette liaison et remettre en cause ce fonctionnement. Comme beaucoup l'ont dit déjà ce matin, utiliser une bibliothèque ou une médiathèque, c'est bien à condition de savoir lire. Or, si l'école, qui est cruciale dans notre modèle républicain, qui est cruciale dans notre modèle de formation, ne forme plus, ou ne forme plus suffisamment les enfants et les adolescents à devenir des citoyens formés et capables de s'informer, ou des citoyens enseignés capables de se renseigner, que va pouvoir faire la bibliothèque publique ou la médiathèque publique en offrant simplement à ce citoyen affaibli les moyens d'un parcours personnel qu'il n'aura plus la capacité d'emprunter.
Et je me demande si aujourd'hui, et ce que disait Isabelle Gassin ce matin va, à mon avis, dans le même sens, si nous ne sommes pas en train d'assister à une sorte de renversement, où l'école produit particulièrement dans les quartiers défavorisés ou dans les zones déshéritées des non-citoyens ou des sous-citoyens qui ne sont pas armés ni sur le plan des savoirs, ni sur le plan des outils d'analyse pour la société. Et si les bibliothèques publiques, comme le disait Isabelle Gassin ce matin, ne sont pas en train, grâce au dévouement des bibliothécaires et à leur volonté de continuer à faire société, de remplacer l'école dans ce rôle en devenant le lieu de la formation initiale qu'ils auraient dû recevoir ailleurs. Je n'ai pas de réponse, mais j'ai le sentiment que c'est une orientation dont il faudra prendre conscience rapidement, parce que si c'est le cas, avant de pouvoir revenir à une forme qui nous paraîtrait plus raisonnable et cohérente, il va quand même falloir s'occuper de tous ces jeunes gens, et les bibliothèques, comme celle dont nous parlait Isabelle ce matin, de l'exception, vont devoir devenir la règle. Et ça en dit long sur la formation que devront recevoir les bibliothécaires. Je vous remercie.